Vous me demandez si le US Air Force, pas nécessairement l'Air Force, mais aussi le gouvernement américain, camoufle les informations à propos des ovnis. Ma réponse est oui. J'ai découvert que l'engin qui est censé s'être écrasé à Roswell n'avait pas la forme d'une soucoupe volante, mais plutôt la forme d'un boomerang. Il y a eu des tas de rumeurs qui ont circulé. C'était un ballon espion, mogul, c'était un ballon météo. On a même cherché à savoir si ce n'était pas une fusée V2 qui aurait volé jusque-là avec une paire de singes dans le nez. Puis ils ont dit, d'accord, les extraterrestres supposés avoir été vus à Roswell n'étaient que des dummies, des mannequins anthropomorphiques. Malheureusement, ils ont fait une petite erreur parce que les dummies n'ont pas été utilisés à Holloman avant le 1er mai 1953 et l'affaire de Roswell date de 1947. Aussi, ça fait une petite différence là. Est-ce que je crois personnellement aux ovnis? Oui, je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, nous continuons à dire que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable. Des scientifiques ont découvert une onde de gravité qui se déplace à 310 fois la vitesse de la lumière. Si elle voyage à cette vitesse-là, les vastes distances entre nous et les systèmes solaires les plus proches ne sont plus aussi vastes que ça. Je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Maintenant, est-ce que ce sont des engins de notre planète, des engins de notre dimension, des engins pilotés par un groupe secret d'aviateurs du US Air Force? Je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien le savoir. Il y a un souci dans l'histoire de Baumgartner, c'est que qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin, premier homme de l'espace? Qu'est-ce qu'on fait de Yuri Gagarin qui, lui, va faire la première rotation autour de la Terre en un peu moins de 2 heures, va faire une chute avec sa nacelle, qui à l'époque c'est une boîte de conserve, c'est pas du tout la nacelle de Félix, hein, c'est pas la nacelle Red Bull. Il fait cette chute, le bouclier de la nacelle se retrouve dans le mauvais côté, la nacelle prend feu, tout est incandescent, il est entouré de flammes, et en plein milieu de sa chute, il fait exploser les boulons de la fermeture de son module. Ça ne marche pas bien. Toujours dans cette chute-là, voici notre Yuri Gagarin en train d'ouvrir le sas à coups de botte. Il faut se représenter ça, il faut imaginer ça. Il a une combinaison qui n'est pas du tout celle de la NASA. Il arrive à s'extirper de ce module très étroit. Et le voilà qui saute du module qui est en pleine chute et qui ouvre lui-même son parachute et qui va atterrir sur le sol soviétique, etc. J'étais très étonné qu'au moment de l'exploit de Félix Baumgartner, personne ne fasse référence à Gagarin, qui avait fait un exploit autrement plus complexe, beaucoup plus dangereux, périlleux, et qui lui-même était revenu de l'espace, premier homme de l'espace quand même, en parachute. C'était la première interrogation. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est cet oubli? Est-ce que c'est l'aveu d'un premier mensonge lié à la conquête spatiale? Parce que finalement, il y a, avec l'affaire de Yuri Gagarin, ce premier homme de l'espace, il y a quand même beaucoup de questionnements qui se posent. C'est-à-dire, là, par exemple, le fait que sa vitesse de rotation ne correspond à aucun vol orbital en réalité. Depuis, on a le recul et on sait qu'en 1h48, sa période de rotation autour de la Terre ne correspond à rien. On sait par exemple que quand il a annoncé qu'il était au-dessus des États-Unis, parce qu'il avait un hublot qui lui permettait de voir la Terre, il annonce qu'il est au-dessus des États-Unis et en réalité, il l'annonce à l'avance. Il n'est pas encore au-dessus des États-Unis au moment où il le dit. Il va dire également, il va décrire les côtes d'Amérique du Sud, il va donner des détails du continent d'Amérique latine, et on va s'étonner parce qu'il ne peut absolument rien voir de ce qu'il décrit, puisque quand il passe au-dessus de l'Amérique du Sud, il fait nuit. Il y a des tas de choses comme ça. Par exemple,
et ça je pense que c'est la première bizarrerie de cette histoire, de cette aventure, c'est que Yuri Gagarin, qui est le premier homme de l'espace, et qui donc va être le premier homme à voir de ses yeux la Terre depuis l'espace, ne va pas emporter avec lui d'appareil photo. Et il ne prendra donc aucune photo, il n'existera aucune preuve de son exploit. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'hypothèse, soit celle des soviétiques qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ont vu, ou l'exploit de Yuri Gagarin qui n'a pas existé, de toute façon, il y a mensonge. Toujours est-il que on est en pleine guerre froide, on est en 61. Vous pensez que les Américains, qui savent très bien les différentes anomalies dont je viens de parler, vont crier au mensonge, vont dire que c'est une imposture? Pas du tout. Kennedy va féliciter Khrouchtchev. Gagarin donc sera accueilli comme un héros soviétique, le grand héros soviétique qu'on connaît, et Kennedy va lancer la course à l'espace, la course à la conquête spatiale. Et je pense qu'avec l'exploit de Gagarin, c'est la boîte de Pandore du mensonge qui s'est ouverte. Et que les deux superpuissances sont entrées dans un engrenage de mensonges qui les a menés jusqu'à l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Les documents qui sont à notre disposition nous permettent d'affirmer que cette lutte entre les deux blocs était en réalité un combat de catch arrangé à l'avance et scénarisé de bout en bout. Le mensonge de la conquête spatiale commence ici, en 1961. D'après l'ancien capitaine de l'armée de l'air Robert Collins, ces plans du génie civil montrent les entrées d'un vaste complexe souterrain composé de tunnels et de chambres fortes. En croisant les données qu'il a accumulées en 25 ans de recherche avec les informations qui lui ont été transmises par une source anonyme, Robert Collins décrit ce qui d'après lui se trouve sous terre. Tous ces tunnels et ces chambres fortes sont complètement indépendants de la base Wright-Patterson. Ils sont à 20 mètres sous terre. Puis il y a une couche de roches calcaires de 3 à 5 mètres d'épaisseur. Donc ça descend jusqu'à presque 25 mètres. Et ça fait à peu près 200 mètres de long. Il y a en gros 4 chambres fortes, de 30 mètres carrés chacune. Il y a de la moquette dans les tunnels et vous pourriez les traverser en pick-up. Mais pour lui, le plus remarquable, ce n'est pas cette base souterraine en elle-même, mais ce que l'armée y a caché et y cache peut-être encore. Dans ces chambres fortes étaient entreposés les corps des aliens. Il y avait tout le matériel cryogénique nécessaire pour conserver ces corps. Il y avait des tables d'examen et du matériel pour effectuer des tests biologiques. L'armée de l'air a refusé que nous interrogions un des responsables de la base, mais le député Michael Turner nous a confirmé qu'il y avait en effet de nombreuses informations classées secret défense sur le site militaire et qu'il y avait une bonne raison à cela. La plupart des activités de la base sont classées secret défense, car elles ont besoin d'être protégées. Ce sont des projets en cours de développement, des recherches sur des aptitudes pour l'avenir, ou même comment on voit nos adversaires potentiels. Un communiqué qui nous a été fourni par l'armée précise qu'au moins une étape dans le développement de quasiment tous les avions de l'armée de l'air américaine a eu lieu à la base de Wright-Patterson. Il travaille sur le développement d'un matériau qui peut détecter et réparer tout seul ces fissures, ainsi que sur des avions de la taille d'insectes ou d'oiseaux qui seraient capables de voler en groupe. À ce jour, Carl Day reste un des seuls journalistes qui ait été autorisé à enquêter sur les ovnis dans l'enceinte de la base militaire. Beaucoup de questions restent sans réponse. Ce soir, nous allons essayer de faire le tri entre fiction et réalité. Ils m'ont dit, venez voir si vous trouvez quelque chose. C'était sur invitation de l'armée de l'air. Carl Day connaît les rumeurs sur les souterrains et demande donc à être escorté au niveau le plus bas du bâtiment 620.
Le tunnel que j'ai emprunté n'était sûrement pas assez grand pour y rouler en camion. Il fallait se baisser parce que le tunnel était très bas. Il n'a pas trouvé de tunnel caché, mais ce qu'il va découvrir est encore plus troublant. C'était une petite mandibule, la mâchoire inférieure de quelque chose. Durant son reportage, Carl Day fait la rencontre d'un technicien dentaire d'un hôpital militaire situé à 25 km de la base, qui affirme qu'il a travaillé sur une étrange empreinte de mandibule provenant de la base. À l'époque, l'homme a si peur de raconter son histoire qu'il préfère rester anonyme. Je n'avais jamais rien vu de tel chez l'humain ou chez l'animal. Jamais. Aujourd'hui âgé de 81 ans, John Musgrove parle à visage découvert pour la première fois. Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Et si j'ai envie de parler de cette affaire aujourd'hui, c'est parce que je ne pense pas que le gouvernement dise un jour « Les extraterrestres existent. Ils sont venus sur Terre. » Musgrove explique qu'en 1979, 2 hommes en uniforme de la base de Wright-Patterson sont venus à l'hôpital pour obtenir le moulage d'une empreinte dentaire. Il n'y avait ni salive, ni sang, juste l'os. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose d'anormal. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Quand il termine le moulage, son patron lui ordonne de ne jamais parler de ce qu'il a vu. Il a levé la main comme ça, en tenant l'empreinte, m'a regardé, l'a broyé et l'a jeté dans la poubelle. Ensuite, il m'a dit, « Oublie ce que tu as vu. Oublie que tu as travaillé ici. N'en parle jamais. » Le moulage est cassé. Mais John Musgrove va récupérer les morceaux et les recoller afin de pouvoir en faire une réplique. Convaincu qu'il s'agit de la mâchoire d'un squelette détenu à Wright-Patterson, John Musgrove en donne une copie à Carl Day pour qu'il enquête. Mais parmi les personnes à qui Carl Day montrera cette empreinte, aucune n'est en mesure d'en identifier l'origine. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit à cette empreinte, on ne sait jamais. Alors je l'ai mise dans un coffre-fort. Et c'est moi qui ai la clé. C'est dans une des régions les plus froides et les plus isolées de la Norvège que se trouve la vallée d'Esdalen. L'hiver y dure 8 mois et la température peut descendre jusqu'à moins 30 degrés. Une vie rude mais paisible dans ce petit bourg de Røros où le temps semble s'être arrêté. Et pourtant, en 1981, cette vallée sans histoire est devenue le centre d'intérêt de nombreux scientifiques. La première fois que je suis allé à Esdalen, c'était en septembre 1982, un an après les apparitions. Et là-bas, j'ai réellement vu ce que l'on racontait sur les ovnis de mes propres yeux. C'était une expérience capitale pour mes recherches. C'est en effet à quelques kilomètres de cette petite ville que plusieurs fermiers de la vallée ont observé à diverses reprises des phénomènes extraordinaires. Il n'y a que 150 habitants dans la vallée d'Esdalen. Les fermes sont très isolées et pourtant tous les témoignages concordent. Le 25 janvier 1981, à 16 h, il fait déjà nuit. Les journées sont très courtes en hiver. Comme tous les après-midi, Björn Lillvold descend vers son hangar pour y chercher des bûches. Quelques semaines auparavant, Björn a vu au loin des lumières étranges qui ne ressemblaient ni à des avions ni à des étoiles filantes et qui avaient disparu aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Björn s'est demandé s'il n'avait pas rêvé, mais ce jour-là, il n'aura plus aucun doute. Björn n'en croit pas ses yeux. À quelques mètres au-dessus de lui, un objet d'une luminosité prodigieuse glisse silencieusement dans le ciel et s'immobilise un instant. Et quelques moments plus tard, l'objet disparaît à une vitesse fulgurante derrière les montagnes. L'objet est resté immobile, entouré de lumière diffuse. Très peu de lumière. Il s'est figé environ 5 minutes. Peut-être plus. Tout d'un coup, il s'est complètement illuminé.
puis les monter droit dans le ciel, d'un seul coup. Il n'émettait aucun son. Cette nuit-là, Björn n'a pas dormi. Était-il le seul dans la vallée à avoir vu cet objet incroyable? Et le reverrait-il un jour? Le lendemain matin, à quelques kilomètres, un autre fermier, Jon Arvid, accompagné de son chien Chuck, s'enfonce dans la forêt pour couper du bois. Chuck paraît nerveux. Il est pourtant si placide d'habitude. Jon ressent lui aussi, sans se l'expliquer, une certaine angoisse. Les élans semblent inquiets. Chuck a besoin d'être rassuré. Que se passe-t-il? Jon a déjà éprouvé la même tension. C'était il y a quelques semaines, juste avant d'apercevoir au loin des formes lumineuses dans le ciel. Il scrute l'horizon. Et soudain... La forme gigantesque et luminescente ralentit en passant au-dessus de lui, puis accélère brusquement et disparaît. Chuck tente de le poursuivre pendant quelques mètres. Le fait que cela se passe souvent dans notre vallée, c'est ce qui nous fait le plus réfléchir. Pourquoi viennent-ils dans cette vallée précisément? On se pose beaucoup de questions à ce sujet. On a une théorie, c'est qu'ils ont peut-être perdu un de leurs engins ici et qu'ils essayent de le récupérer. Jon est resté longtemps dans le froid à contempler le ciel, mais il n'y avait plus rien. Il fallait rentrer. La nuit tombe vite. À quelques kilomètres de là, dans la petite ferme de la famille Meux, Hugues et sa femme Marie ont fini le travail de la journée. Hugues a déjà entendu parler de ces mystérieuses lumières, mais il n'en a jamais vu et il n'y croit pas. Mais le grand-père, lui, en a déjà vu plusieurs fois, et il s'assoit souvent à la fenêtre de sa chambre dans l'espoir de les revoir. J'espère qu'on va savoir un jour vraiment d'où ils viennent, de quelle espèce ils sont. Des questions sans réponse aujourd'hui. Je suis sûr que ce sont des extraterrestres qui habitent ailleurs, dans l'espace. Parce que les lumières apparaissent, elles s'arrêtent et puis elles disparaissent à des vitesses incroyables. Ce soir-là, le grand-père est à son poste d'observation. Va-t-il enfin revoir ces objets lumineux qui le font tant rêver? Il est 17h. Rien d'intéressant à la télévision. Hugues en profite pour enfin réparer le verrou de la cave. Hugues, les lumières sont revenues. Le grand-père est fasciné. Les lumières ne sont jamais venues si près. C'est la première fois qu'il les voit aussi nettement. Pour Marie, c'est l'occasion de prouver à Hugues que les lumières existent vraiment. Elle l'appelle. Mais le temps de remonter de la cave, il est trop tard. Le ciel est redevenu noir et Hugues repart, n'y croyant toujours pas. Hugues, lui, il ne croyait pas du tout ce que je disais. Il ne croyait pas non plus mon père. Et à chaque fois, il préférait aller se coucher le soir plutôt que de venir observer le ciel avec nous. Ce soir-là, Marie et son père vont tenter de convaincre Hugues. Mais il reste toujours aussi sceptique. Pourquoi seraient-ils les seuls dans la vallée à voir ces lumières insolites?
Dès le lendemain matin, Marie décide d'en avoir le cœur net. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais parlé de ces phénomènes. Mais ce jour-là, elle téléphone aux fermes voisines. Et elle apprend avec soulagement qu'eux aussi ont vu quelque chose. Björn propose alors une expédition en scooter des neiges à la tombée de la nuit, pour aller de l'autre côté de la montagne, là où les lumières ont disparu. Devant l'insistance de ses voisins, Hugues accepte de partir avec eux. Pourtant, il ne croit toujours pas à l'existence de ces apparitions étranges. Il est 16 heures. La nuit est glaciale. Le chemin est long et difficile. Pour accéder au plateau qui leur offrira la meilleure vue sur la vallée et la montagne, il faut quitter la route et couper à travers bois. Au bout de 3/4 d'heure, Hugues veut abandonner. Il a froid, il est fatigué et ils sont encore loin. Le jour de l'expédition, je suis resté sceptique pendant tout le trajet jusqu'à la montagne. Même lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, j'avais envie de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Surtout que le temps était assez mauvais. J'étais sûr qu'on ne verrait rien. Mais les autres veulent continuer. Hugues doit céder. Il serait dangereux de retourner tout seul à la ferme. Une demi-heure plus tard, ils ont enfin atteint le plateau et leurs efforts seront récompensés. Les 3 hommes vont assister à un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Une lumière est descendue dans la vallée. Elle est restée sur le flanc de la montagne. Juste après, il y a eu une deuxième lumière qui est descendue. À la fin, il y avait 3 lumières en face de nous, dans la vallée. Hugues, captivé par ce balai de lumière, comprend enfin que Marie avait raison. Il y a bien des objets fantastiques qui survolent la vallée d'Esdalen. Après, celui du milieu s'est éclairé très très fort. Puis il est monté vers le ciel à une vitesse extraordinaire, en déversant de multiples couleurs. Et lorsqu'il est arrivé très haut, l'un des autres objets est descendu. Il a pris la place de celui du milieu. Pendant plus d'1 heure et demie, les 3 hommes vont observer avec émerveillement le jeu incompréhensible de ces formes lumineuses. Essaient-elles de leur transmettre un message? Sont-elles, elles aussi, en train de les observer? Transis de froid, ils doivent à regret quitter les sublimes lumières qui les ont enchantés pendant plus de 2 heures. Björn, Hugues et Jon n'ont pas été les seuls témoins de ces apparitions mystérieuses.
De l'autre côté de la frontière, en Suède, de nombreuses personnes ont fait les mêmes observations. La télévision suédoise a diffusé un flash spécial sur ce phénomène. Certains témoins l'ont photographié. Des formes lumineuses ont été aperçues jusqu'à 150 km de la frontière norvégienne. Un des objets a même été filmé. Astronomiska experter och försvarsstaben hävdar att folk har sett förklarliga ljusfenomen. Au cours des mois suivants, les témoignages se sont multipliés. Devant l'ampleur du phénomène, en 1984, après un an de préparation, une équipe de scientifiques scandinaves, en collaboration avec l'armée norvégienne, va installer une base d'observation dans la vallée d'Esdalen. Pendant un mois, 24 heures sur 24, les scientifiques ont recueilli des informations très précises grâce à des instruments de mesure extrêmement perfectionnés. Et tout à coup, les lumières sont arrivées. On était extrêmement surpris, car on ne s'attendait pas à les voir lors de notre premier jour d'observation. Un an plus tard, la même équipe est revenue vérifier les résultats obtenus. Les conclusions des deux projets Esdalen sont étonnantes. Certaines formes lumineuses observées dans la vallée atteignent jusqu'à 30 000 km/h. Elles ne peuvent provenir ni de phénomènes naturels, ni d'objets fabriqués sur Terre. Un troisième projet d'observation est en préparation. Peut-être apprendrons-nous enfin la véritable nature de ces objets volants non identifiés, qui continuent d'illuminer mystérieusement le ciel de la vallée d'Esdalen. Bon, alors naturellement, quand on voit ce que l'on vient de voir, on a effectivement du moment extraordinaire. C'est ici? Incroyable, tu as vu la taille, Kevin? Oui, c'est imposant. C'est absolument incroyable. Nous avons un diamètre de plus de 30 mètres ici. C'est une structure très solide. Il ne ressemble pas à un château d'eau, ni à un support de tour de refroidissement. Celui-ci est recouvert de plâtre. Et je pense qu'ils l'ont même repeint avec une peinture camouflage. Un autre élément étrange, c'est qu'il est renforcé de manière inhabituelle, ce qui indique qu'une forte pression était exercée dessus. Vous voyez ces armatures? Vous pensez qu'un important dispositif a été testé et que ce henge était une plateforme? Il a pu servir pendant les tests de la cloche d'Iglok. Si la cloche était assez puissante pour créer une distorsion de l'espace-temps, on devrait en trouver des traces plusieurs décennies plus tard. Nous allons chercher des signatures radioactives et des aberrations magnétiques au centre du henge. Ici, c'est bien. Il y a un truc dur. C'est une brique. Nous n'avons rien trouvé au centre du henge. Nous allons étudier le périmètre. S'il avait vraiment existé, il aurait créé un fort niveau de radiation qui se répandrait du centre jusqu'aux colonnes ici. Et nous aurions un signal. Mais après toutes ces années, je ne suis pas surpris de n'avoir aucune donnée inhabituelle. La cloche se servait de champs physiques distordus, en rapport avec la gravité, mais aussi avec la physique quantique. Si vous mettez en relation la gravité et la physique quantique, vous parlez de voyage dans le temps. Oui, c'était l'un des aspects du projet. Igor Witkowski nous explique la théorie du voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, c'est quelque chose que j'ai toujours assimilé aux ovnis. Il nous a montré cette structure et comment la cloche a pu dérouter l'espace-temps local.
À l'intérieur, il y avait 2 tambours en métal. Ils contenaient du mercure. Et ces 2 appareils tournaient autour d'un axe à très grande vitesse. Aussi vite qu'une décharge électrique, en fait. D'ailleurs, tout cela fonctionnait à l'électricité. Quelle importance cela avait-il pour le haut commandement allemand? J'ai trouvé un document dans l'une des archives des États-Unis. Ce texte est formel. C'était le domaine de recherche le plus important du Troisième Reich. Could you expound a little bit on the free energy technologies that are being kept hidden that we all need to know about that will free us from fossil fuel slavery? Yeah, in my book I quote from Dr. Michael Wolff, who worked in the underground facilities in Nevada and Arizona. And he said that the United States forces, in cooperation with the extraterrestrials, had developed both zero-point energy and cold fusion. And these are the things people have been searching for forever. It's sort of like making gold out of lead, which I'm told they can do now too if they want to. So it's there, and even if it isn't, from what I know of the extraterrestrials, secondhand, from people who have talked to them and visited them and been abducted by them, they want us to save our planet. They would give it to us if the United States Air Force would stop shooting at them. But we've got to persuade the Americans that we don't want a world where somebody's got to master the world by armed force. We want a world where we change our priorities and get rid of these huge defense expenditures and use the money to provide food and shelter and education and clothing for people that don't have any. A different kind of world altogether than what we've had. And that they shouldn't take the extraterrestrials on for size, which they seem determined to do. But this is an interesting point. General Eisenhower said, beware of the industrial military complex. What he was really referring to was the fact that he had lost control of ET File. Nelson Rockefeller, it's an interesting name, he had hired him to work out who would run the thing. And a lot of the responsibility was turned over to private enterprise. So that the government of the United States has lost control of a whole pile of stuff that's going on out there. The President of the United States doesn't even know what's going on out there. And if he wanted to know, they would just say, Mr. President, you don't have clearance for that project. This is, what it is. But getting back to the point, either the technology exists, which I believe, or they would give it to us if we treat them like friendly neighbors and collaborators in the cosmos instead of as enemies that they were originally designated. Then there's no doubt that we could change the system in 10 years, which is about what we have to do if we change the banking system too. So we've got the money in order to be able to do it. La Terre est la 7e planète. Le 7 est un chiffre sacré. Il y a 7 jours dans la semaine, 7 jours dans la Genèse, et il y a 7 tablettes de la création. On peut penser que ce ne sont que des coïncidences, mais Zecharia Sitchin croit que ces répétitions numériques ne sont pas là par hasard. Peu importe l'angle que l'on prend, les informations sur cette 10e planète sont stupéfiantes. Selon les 7 tablettes de la création que les Sumériens ont écrites, l'histoire de cette 10e planète aurait commencé il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était beaucoup plus jeune et que la Terre n'existait pas. Les vestiges des écrits des Sumériens racontent l'histoire de la planète Nibiru, qui est venue de l'espace lointain et a été attirée vers le centre de notre système solaire par l'attraction planétaire de Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Nibiru s'est alors placé sur une orbite en sens contraire de l'orbite de la 7e planète, celle que les Sumériens appellent Tiamat. Nibiru et Tiamat, la 7e planète, risquent d'entrer en collision. La cosmogonie sumérienne résout plusieurs énigmes qui résistent encore à la science moderne.
Plusieurs explications découlent de cette collision céleste et du fait que le système solaire est composé de 12 éléments. Alors que les deux planètes passent tout près l'une de l'autre, un des satellites de Nibiru s'écrase sur Tiamat et la fend. Des collisions subséquentes détruisent complètement l'une des moitiés de Tiamat, dont les débris vont former la ceinture d'astéroïdes. Les textes sumériens et la Bible donnent le nom de firmament à ces débris. L'autre moitié de Tiamat devient la Terre. Celle-ci est repoussée sur une nouvelle orbite et entraîne avec elle le principal satellite de Tiamat qui va devenir notre Lune. Nibiru est rejeté sur une orbite solaire permanente dans le sens des aiguilles d'une montre. La 12e planète de notre système solaire revient près de la Terre tous les 3600 ans. On retrouve des échos de ce récit de la création dans toutes les anciennes cultures, et il constitue une partie du savoir scientifique que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de la création présentée dans la Genèse. Les Sumériens ont dit qu'il y avait de l'eau sur Io et Europe, des lunes de Jupiter. C'est un fait confirmé. Ils ont écrit qu'il y avait de l'eau sur Encelade et Thétis, deux des lunes qui tournent dans les magnifiques anneaux de Saturne. Les découvertes de la NASA confirment les déclarations des Sumériens et viennent donner un éclairage nouveau à l'expression biblique « eaux qui sont au-dessus ». La comète de Halley, qui voyage dans l'espace, confirme elle aussi l'expression « eaux qui sont au-dessus ». Cette comète, de près de 4 milliards d'années, a un noyau de la grosseur de l'île de Manhattan. Ce voyageur mystique rejette de l'eau à un rythme de 30 à 70 tonnes à la seconde et peut continuer ainsi encore pendant des milliers d'années. La pensée scientifique contemporaine affirme, mais avec prudence, que la vie serait arrivée sur la Terre sous forme de substances chimiques apportées par une comète qui aurait frappé la Terre. What we are trying to find out in the meteorites is to see whether there are any of these molecules related to life. There are certain molecules like the amino acids which may be described as the building blocks of life. Une autre théorie scientifique, la panspermie dirigée, suggère que la vie sur Terre a été semée par une race d'êtres en provenance de l'espace. Ce serait un geste délibéré d'une société d'un autre monde. Selon la Bible, la création de l'humanité est venue à la fin d'une longue liste. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Ce n'est qu'après cela que Dieu créa Adam. Adam arrive dans les dernières pages de l'histoire de la création. Les Sumériens disent que ce sont les Anunnaki qui ont donné la vie aux humains. Selon les textes sumériens, il y a 445 000 ans, les Anunnaki ont envoyé des androïdes en éclaireur sur la Terre en prévision d'un voyage futur. 150 000 ans plus tard, les Anunnaki sont venus et ont créé l'être humain. Selon les Sumériens, nous aurions été créés grâce au génie génétique, par fertilisation in vitro, comme le décrit ce seau cylindrique. Adam a été le premier bébé éprouvette. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, on peut dire ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les documents sumériens suggèrent que les Anunnaki ont créé les êtres humains pour les aider à extraire l'or du sol de l'Afrique. Ils avaient besoin du précieux métal pour sauver l'atmosphère de la planète Nibiru qui se raréfiait.